Les recherches pour retrouver un bébé disparu à Washington D.C. se poursuivent ce soir et ont mené les enquêteurs jusqu'à une décharge du centre de la Virginie. Selon une source criminelle interne, les enquêteurs passent au crible les déchets de plusieurs décharges recevant les déchets du métro de Washington. Au cœur de Washington, D.C. Au printemps de l'année 2021, une histoire tragique a commencé, celle d'un nourrisson âgé de seulement 2 mois, Keon Jones. Il est né en mars, petit et paisible comme n'importe quel autre enfant. Sa mère, Lona Petrus Boggs, était alors âgée de 38 ans et son père, Carl Jones, de 43 ans. Personne n'aurait pu imaginer que, quelques semaines seulement après que Keon eut ouvert les yeux sur le monde, son décès serait entouré de mystères et d'une profonde douleur. Très peu de choses concernant Keon ont jamais été connues du grand public. Cependant, ceux qui l'ont vu ont raconté que, lorsqu'il dormait, son minuscule visage dégageait une sérénité inhabituelle, une douce couronne de cheveux foncés encadrant ses joues potelées, ses mains couvertes de moufles blanches pour l'empêcher de se griffer la peau. À l'âge de 2 mois, Keon avait commencé à reconnaître les couleurs, le vert, le rouge, les premières teintes de son court parcours de découverte du monde. Il pouvait suivre le regard de sa mère, réagir aux voix familières et serrer fermement les doigts de quelqu'un d'autre, comme s'il craignait de les laisser partir. La famille vivait au 1511 Benning Road NE, au sein du complexe d'appartements Aziz Bates Courts, où Keon vivait avec 6 frères et sœurs, âgés de 14 ans à seulement 1 an. Entre ces murs vieillissants et le bruit constant de la circulation à l'extérieur, vivait une mère qui luttait depuis des années contre une addiction aux substances illicites. Les dossiers indiquent que Lona avait suivi plusieurs programmes de traitement, tentant de rester sobre. Mais le combat contre les substances illégales n'avait jamais été facile. Et c'est là, dans cet appartement, que la tragédie a commencé. Selon les dossiers, en mai 2008, elle a été inculpée pour la possession d'une faible quantité de substances illicites. Après avoir suivi un programme de réhabilitation, il semblait que la situation avait évolué positivement. Cependant, à peine 1 an plus tard, elle a de nouveau été reconnue en infraction. Lona a plaidé coupable à une infraction de moindre gravité et a reçu une peine avec sursis, assortie de conditions exigeant la poursuite d'un traitement et des contrôles réguliers. En septembre 2009. Toutefois, elle a enfreint les termes de cette probation et a été condamnée à 60 jours d'incarcération, une période brève, qui reflétait une lutte intérieure beaucoup plus longue. Sa mise sous surveillance a ensuite été prolongée afin de permettre un suivi continu. 6 années se sont écoulées et en septembre 2015, Lona a de nouveau été arrêtée, cette fois pour une infraction mineure liée à des dégradations de biens dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Elle a été placée dans un programme de traitement en établissement résidentiel où elle était tenue d'assister à des séances de thérapie et à des évaluations complémentaires. Malgré cela, le maintien d'une stabilité à long terme est resté difficile. Elle manquait fréquemment les contrôles obligatoires et en mai 2017, Lona a été condamnée à 45 jours d'incarcération pour non-respect des règles imposées. En avril 2018, il lui a été ordonné de porter un dispositif de surveillance par GPS et de s'inscrire à un programme de rétablissement intensif. Vers la fin de cette même année, un léger signe d'espoir est apparu lorsqu'un nouveau gestionnaire de dossier l'a aidé à retrouver une certaine stabilité. Elle a alors participé de manière plus régulière et semblait regagner confiance en elle. Mais ces progrès, tragiquement, n'ont pas duré assez longtemps pour empêcher ce qui allait suivre. En février 2019, Lona semblait avoir retrouvé une certaine stabilité. Son gestionnaire de dossier a indiqué qu'elle respectait les visites domiciliaires programmées et que son comportement s'était amélioré. Plus de 2 ans plus tard, au printemps 2021, Keon est né. Après sa naissance,
Le nourrisson est resté plusieurs semaines à l'hôpital afin de faire l'objet d'un suivi médical. En avril 2021, Lona a ramené son fils nouveau-né à l'appartement de Benning Road, où elle vivait avec ses autres enfants. Dans un premier temps, Carl Jones, le père de Keon, y vivait également. Mais les tensions entre eux n'ont pas tardé à apparaître. Vers la mi-avril, Lona a demandé à Carl de quitter l'appartement. Le 2 mai, ils ont été impliqués dans un échange de messages particulièrement tendu. Sous l'effet de la colère, Lona a écrit qu'elle regrettait d'avoir eu le bébé, a accusé Carl de ne pas se soucier de leur enfant et a déclaré qu'elle lui rendrait la vie difficile. Elle a également menacé de confier Keon au CPS, les services de protection de l'enfance. Cette menace n'était pas anodine. Carl en comprenait parfaitement la portée, car 3 de ses autres enfants étaient déjà suivis par le système de protection de l'enfance. Lona a affirmé que la mère de ses enfants les avait placés dans le système et qu'elle ferait désormais la même chose. Carl a tenté de la calmer, lui disant qu'elle était en colère et qu'elle devait reprendre son souffle. Mais le conflit avait largement dépassé le cadre d'une dispute ordinaire. 2 jours plus tard, le 4 mai, Lona a appelé Carl et lui a demandé de venir récupérer Keon ainsi que toutes ses affaires. Carl ne s'est pas présenté. Le 5 mai, elle a rappelé, affirmant cette fois que le CPS était venu et avait emmené Keon. Elle lui a dit que le bébé serait bientôt rendu. Lorsque Carl a posé des questions, elle a brusquement mis fin à l'appel. Ce soir-là, ils se sont rencontrés dans un hôtel. Lona a répété la même version des faits, soutenant que les services de protection de l'enfance avaient pris l'enfant. Ce qu'elle ignorait, c'est que Carl, familier du fonctionnement du système, a immédiatement contacté l'assistante sociale de la CFSA, la Child and Family Services Agency de Washington, D.C., chargée du suivi de ses autres enfants. La réponse a été sans équivoque. Aucun enfant nommé Keon Jones n'avait été pris en charge. Alors, où se trouvait Keon? Cette question a marqué le début de plusieurs jours de confusion et de soupçons, tandis que les déclarations de Lona devenaient de plus en plus incohérentes, menant finalement à l'une des affaires les plus déchirantes qu'ait connue Washington. Dick. Lorsque le National Center for Children and Families a également confirmé qu'il n'avait pas Keon sous sa responsabilité, Carl a compris que la situation était extrêmement grave. Il a immédiatement contacté la CFSA, la Child and Family Services Agency de Washington, D.C., pour signaler que le lieu où se trouvait son fils était inconnu. Au cours de cet appel, Carl a également déclaré que Lona semblait consommer une substance illicite puissante, connue dans la rue sous le nom de Angel Dust, une drogue associée à des hallucinations, à une altération du jugement et à des comportements imprévisibles. Selon les dossiers, la police a été envoyée à l'appartement de Lona, situé au 1511 Benning Road NU, afin d'effectuer une vérification de bien-être. Lorsque les agents ont frappé à la porte, Lona est apparue calme. Elle leur a affirmé qu'aucun jeune enfant ne vivait dans l'appartement et qu'elle résidait uniquement avec quelques proches plus âgés. Les agents ont accepté sa déclaration et sont repartis sans entrer dans le logement. Il s'agissait d'une erreur grave. Le lendemain matin, le 7 mai 2021, Xing, une travailleuse sociale de la CFSA, est revenue sur place pour assurer un suivi. Lona a répété la même version des faits, affirmant qu'une femme se présentant comme appartenant au CPS était venue et avait emmené Keon à la suite d'un signalement anonyme l'accusant de consommation de substances et de négligence. Elle a déclaré être sobre depuis plus d'1 an et ne pas comprendre pourquoi son bébé avait été emmené. La travailleuse sociale a alors commencé à interroger les autres enfants présents au domicile. Tous ont répété le même récit. Leur mère leur avait dit qu'une employée du CPS était venue prendre leur petit frère. Plus inquiétant encore, ils ont indiqué que la dernière fois qu'ils avaient vu Keon éveillé remontait au mardi 4 mai, soit 3 jours avant la première intervention de la police. À ce stade, la CFSA a confirmé une nouvelle fois qu'aucun dossier ne faisait état de la prise en charge d'un enfant nommé Keon. La travailleuse sociale a immédiatement contacté la police et demandé l'ouverture officielle d'une enquête pour enfants disparus. Ainsi,
en l'espace de 72 heures. Ce qui avait commencé comme un conflit familial s'est transformé en une affaire grave de disparition d'enfants. Chaque fausse déclaration de Lona entraînant le système un peu plus profondément dans un enchevêtrement d'informations contradictoires et peu fiables. Lorsque la police est retournée à l'appartement de Benning Road, Lona a continué à répéter l'histoire d'une femme du CPS et elle a affirmé que cette femme était arrivée dans une Toyota bleue, qu'elle n'avait montré ni pièce d'identité ni document, mais qu'elle avait emporté toutes les affaires de Keon, son siège auto, son lait infantile et ses vêtements de bébé. Au départ, Lona a déclaré que l'incident s'était produit vers 11 heures du soir, tout en affirmant, dans le même temps, que ses autres enfants étaient dehors en train de jouer. Lorsque les agents ont fait remarquer que cela n'avait aucun sens, elle a rapidement modifié sa version, en disant « Bon, peut-être que c'était dans la journée ». Le nom de Wanda Davis est réapparu la femme que Lona présentait comme l'employé du CPS ayant emmené Keon. C'était le même nom qu'elle avait donné à Carl la veille. Le problème, c'est que Wanda Davis n'était pas une employée de la CCFSA. Il s'agissait d'une parente de Carl, qui vivait à Las Vegas, à des milliers de kilomètres de Washington, D.C. Lorsque la police l'a contactée, Davis a tout nié et a déclaré qu'elle n'avait jamais rencontré Lona ni échangé avec elle. À partir de là, les déclarations de Lona ont commencé à changer constamment, au cours des heures suivantes puis des jours qui ont suivi. Elle a affirmé ne pas avoir le numéro de téléphone de Carl. Puis, quelques minutes plus tard, a fourni aux agents ses coordonnées exactes. Elle a dit qu'ils ne s'étaient pas parlé depuis 1 mois, alors que des messages montraient qu'ils communiquaient presque tous les jours. Son récit concernant la consommation de substances était lui aussi contradictoire. Elle l'a d'abord totalement nié, puis a ensuite admis une consommation limitée plusieurs mois auparavant. Enfin, elle a avancé une explication entièrement différente. Lona a déclaré qu'elle ne pouvait pas s'occuper de Keon et qu'elle l'avait confié à une marraine. Lorsque la police lui a demandé des coordonnées, elle a secoué la tête et a répondu « J'ai tout supprimé ». Peu à peu, son récit a commencé à s'effondrer. La police a donné suite aux déclarations de Lona. La marraine qu'elle avait mentionnée s'est révélée être la grand-mère de l'un de ses autres enfants. Interrogée, cette femme a affirmé catégoriquement qu'elle n'avait jamais pris soin de Keon et qu'elle n'avait jamais entendu parler d'un tel arrangement. À ce stade, toutes les explications fournies par Lona ont commencé à s'effondrer. Elle est restée silencieuse un instant, puis a admis aux enquêteurs qu'elle n'avait jamais confié Keon à qui que ce soit. Les enquêteurs lui ont demandé pourquoi elle avait menti. Elle a répondu « Je ne voulais pas qu'on m'enlève mon enfant parce que son père et moi avions des problèmes. Quels qu'aient été ces problèmes? » Mais lorsque ces déclarations antérieures n'ont plus tenu face aux faits, Lona a de nouveau changé de version. Elle a expliqué aux enquêteurs qu'elle avait confié Keon à une amie vivant sur Good Hope Road. Lorsque la police lui a demandé des précisions, elle n'a pas été en mesure de se souvenir du nom de famille de cette amie, ni de son adresse ou de son numéro de téléphone. Une vérification des registres du quartier a montré qu'aucune personne portant ce nom ne résidait dans la zone qu'elle décrivait. De plus en plus inquiets, les policiers ont fouillé l'appartement de Lona. Ils ont cherché le moindre indice indiquant qu'un nourrisson de 2 mois y vivait, mais n'ont rien trouvé. Pas de lit pour bébé, pas de jouets, aucun vêtement pour nourrisson, aucun lait infantile, aucun article de puériculture. C'était comme si Keon n'avait jamais été là. Ce soir-là, le 7 mai 2021, la police de Washington, DC, a officiellement classé Keon Jones comme un enfant gravement disparu. Une alerte d'urgence a été diffusée sur les réseaux sociaux, appelant le public à fournir toute information utile. Les médias se sont rapidement emparés de l'affaire. Un journaliste local a déclaré « Ce soir, le petit John Jones est porté disparu et sa vie est en danger. La police de Washington indique qu'il a été vu pour la dernière fois à une résidence près de Benning Road. Sa disparition n'a été signalée que vendredi et non mercredi. Ce soir, les habitants de ce complexe d'appartements me disent espérer son retour sain et sauf. On aurait dit une scène de crime. C'est ce que j'ai pensé aussi, car j'ai vu beaucoup de policiers
Alors je suis partie, car je savais déjà ce qu'il recherchait. Je connais la mère de l'enfant, ce qui a rendu la situation encore plus difficile. 24 heures plus tard, le même parking est toujours silencieux. Mais les recherches se poursuivent pour retrouver Jones, sur lequel la police a divulgué très peu d'informations, seulement qu'il a été vu pour la dernière fois mercredi et que sa disparition n'a été signalée que 2 jours plus tard. Tout au long de la nuit, le secteur autour de Benning Road a été légèrement sécurisé, tandis que les agents menaient des recherches, sans toutefois trouver la moindre trace de Keon. Le lendemain, le parking était redevenu silencieux. Seules quelques bandes de rubans jaunes subsistaient et le vent s'engouffrait entre les coursives vieillissantes. La police a communiqué très peu d'informations, confirmant uniquement que le bébé avait été vu pour la dernière fois le mercredi et que sa disparition n'avait été signalée que 2 jours plus tard. Puis, le 8 mai 2021, un appel inattendu est parvenu aux autorités. Il provenait de Lona. Elle a déclaré avoir de nouveaux éléments à communiquer. Lors d'un entretien mené plus tard dans la journée, l'atmosphère dans la salle d'interrogatoire est devenue pesante. Après une succession de déclarations contradictoires, Lona a finalement livré une nouvelle version des faits des aveux qui ont laissé les enquêteurs sous le choc. Elle a expliqué que Keon dormait cette nuit-là dans le même lit qu'elle. Elle était allongée sur le côté droit, le bébé placé entre elle et le mur. À son réveil, a-t-elle déclaré, elle s'est rendue compte que Keon ne réagissait plus. La voix tremblante, elle a confié aux enquêteurs qu'elle avait paniqué et ne savait pas quoi faire. Elle a également reconnu qu'à ce moment-là, elle se trouvait sous l'emprise d'une substance illicite puissante connue sous le nom de Angel Dust, susceptible de provoquer des hallucinations et une altération sévère des facultés. À un enquêteur, elle a affirmé avoir vu des choses qui n'étaient pas réelles ce jour-là. À un autre, elle a déclaré ne pas se souvenir de la nature de ses hallucinations. Ces incohérences ont clairement indiqué à la police que toute la vérité n'avait pas encore été révélée. Pendant ce temps, à l'extérieur de la salle d'enquête, la communauté ignorait tout de ces aveux. Beaucoup pensaient encore que Keon se trouvait quelque part dans l'attente d'être retrouvé. Le 9 mai 2020, Henderson Long, un militant engagé dans la recherche de personnes disparues, s'est rendu au complexe d'appartements Aziz Bates Courts, où vivait Keon, afin de distribuer des tracts. Il a déclaré que cette affaire l'avait profondément marqué, car Keon n'avait que 2 mois bien trop jeune pour pouvoir se protéger lui-même. Avez-vous des informations pour tout renseignement? Veuillez appeler le numéro ci-dessous. C'est tout. Henderson Long, militant pour les personnes disparues, distribue des tracts dans l'espoir de retrouver Guion Jones, un nourrisson de 2 mois porté disparu et considéré en danger. La police de Washington indique que le bébé a été vu pour la dernière fois mercredi et que sa disparition n'a été signalée que vendredi. Selon des sources de Goose & Nine, la police de Washington soupçonne désormais un acte criminel et estime que la mère de l'enfant serait impliquée. Des voisins affirment que la police a minutieusement fouillé le quartier vendredi. Ce soir, un agent continue de surveiller le complexe résidentiel, tandis que Henderson Long s'efforce de maintenir l'image du bébé présente dans les esprits de tous. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons gérer seuls, bien sûr, nous pouvons demander de l'aide, mais un bébé de 2 mois dépend entièrement de son environnement. Compte tenu de ces éléments et de ce que je sais à ce stade, nous devons agir, nous devons faire quelque chose, nous devons sensibiliser la communauté au maximum, à un niveau très élevé. On ne sait jamais qui peut détenir une information et décider de faire le premier pas, à mot par 2. Il a demandé à Lona Patrice Boggs de participer à une interview en direct sur Facebook. Elle a hoché la tête et a accepté. Un journaliste local et Henderson ont installé le matériel d'enregistrement. Carl Jones, le père de Keon, était également présent, mais il est resté en retrait, hors du champ de la caméra. Henderson espérait que Lona lancerait un appel sincère qu'elle demanderait l'aide de la communauté, qu'elle dirait vouloir simplement que son fils rentre sain et sauf. Ce qui s'est produit ensuite a laissé tout le monde sous le choc. Face à la caméra, Lona est restée immobile, le regard vide. Sa voix était douce et monotone, presque dénuée d'émotion. Elle a parlé lentement et a déclaré «
je savais qu'il allait mieux. Alors, j'étais là, je suis rentrée à la maison et on lui a donné une couverture et son siège auto et on l'a bien emmitouflé et on l'a emmené dehors et je l'ai installé dans le siège. Et voilà! Alors que la communauté continuait de nourrir l'espoir, Carl Jones, le père de Keon, a déclaré qu'il n'abandonnerait pas tant qu'il n'aurait pas retrouvé son fils, ou au moins découvert la vérité finale. Il a indiqué à la police que la benne à ordures située derrière l'immeuble avait été vidée quelques heures seulement après que Lona eut livré sa version des faits, et que tout son contenu avait été évacué avant que les enquêteurs ne puissent l'examiner. Interrogée à ce sujet, Lona a affirmé ne pas savoir où se trouvait Keon et a soutenu qu'elle ne se souvenait de rien de ce qui s'était passé après cette nuit-là. Le 11 mai 2021, la police a interrogé Carl. Il a expliqué que la consommation de substances de Lona était devenue de plus en plus incontrôlable, mais a assuré ne l'avoir jamais vu faire du mal à l'un de ses enfants. Selon lui, il y avait toujours de la nourriture dans le logement et elle semblait sincèrement se soucier de Keon. Carl a également reconnu avoir consommé de l'Angel Dust avec elle, un élément qui a encore davantage compliqué l'enquête. Faute d'autres pistes, la police a commencé à rechercher des traces matérielles de Keon. Les enquêteurs ont inspecté des poubelles, des camions bennes et suivi les itinéraires de collecte des déchets à travers Washington. D'ici, le Dixmay, une équipe de recherche spécialisée, accompagnée d'unités cynophiles, a été déployée dans une vaste décharge située à Charles City, en Virginie, à plus de 120 miles au sud du dernier lieu où Keon avait été vu. Une distance inimaginable pour un être si petit et vulnérable. Après 3 jours de recherche, aucun élément n'a été retrouvé. Le 13 mai, les opérations ont été officiellement suspendues, laissant derrière elles des visages abasourdis et un profond sentiment de vide à travers la ville. Le 14 mai, la police a procédé à l'arrestation de Lona Patrice Buggs. Elle a été inculpée en lien avec la disparition de Keon et pour dissimulation de preuves. Toutefois, en l'absence du corps de l'enfant et d'éléments matériels essentiels, les procureurs ont été contraints d'abandonner temporairement l'accusation la plus grave. Seule l'infraction de falsification de preuves a été maintenue. Passible d'une peine maximale de 3 ans, mais Lona a été remise en liberté dès le lendemain, sans caution, une conclusion provisoire, froide, non résolue. Et une question obsédante est restée en suspens. La justice atteindrait-elle un jour réellement Keon Jones? Après sa remise en liberté, Lona Patrice Buggs a été placée sous une condition stricte. Il lui était interdit d'entrer en contact avec des enfants sans surveillance, y compris ses propres enfants ainsi que ses nièces et neveux. Elle devait comparaître de nouveau devant le tribunal le 19 novembre 2022. Toutefois, le 14 mai, alors qu'elle se trouvait encore en détention, Lona a fourni à la police une nouvelle version des faits. Elle a déclaré que Keon souffrait de troubles digestifs et qu'un médecin avait suggéré de changer de lait infantile. Le bébé étant constipé, selon elle, aucun rendez-vous de suivi n'avait eu lieu, car l'assurance maladie de l'enfant n'avait pas encore été activée. Lona a également admis avoir entièrement inventé l'histoire selon laquelle une employée du CPS aurait emmené le bébé, expliquant qu'elle l'avait fait par colère envers Carl. Elle a raconté qu'au cours de la nuit en question, Keon s'était endormi sur sa poitrine et qu'à son réveil, elle avait compris que quelque chose n'allait pas. Elle a dit s'être sentie confuse, désorientée et ne pas avoir su quoi faire ensuite. Selon sa déclaration, elle a placé Keon dans son siège auto, l'a enveloppé dans une couverture bleue, puis l'a transporté à l'extérieur avant de le déposer dans un conteneur à déchets, avec une boîte contenant ses vêtements. Elle a également reconnu avoir consommé une petite quantité de la substance connue sous le nom de Angel Dust 1 ou 2 jours auparavant, tout en affirmant ne pas avoir été hors de contrôle la nuit des faits. Par la suite,
la police a consulté un spécialiste en pédiatrie du Children's National Medical Center, qui a expliqué que le partage du lit avec un nourrisson comporte toujours des risques graves. Il a précisé que le moindre changement de position, ou le fait qu'un adulte dorme en état de grande fatigue ou sous l'influence de substances, peut considérablement accroître le risque de complications respiratoires involontaires. Dans cette affaire, les enquêteurs estiment que ce risque a pu se transformer en tragédie. Les experts en pédiatrie avertissent que les risques liés au partage du lit avec un nourrisson augmentent considérablement lorsqu'un adulte se trouve sous l'influence de substances ou de sédatifs. Alors que la police poursuivait l'examen des éléments du dossier, elle a mis au jour des images de vidéosurveillance qui ont laissé les enquêteurs sans voix. Sur une vidéo enregistrée le 5 mai 2021, Lona Patrice Boggs apparaît marchant dans le couloir du complexe d'appartements. Elle porte un haut rouge et un pantalon bleu et transporte un siège auto pour nourrisson. Peu de temps après, elle revient en tenant un sac plastique plein et en traînant une boîte en carton, à l'intérieur de laquelle on distingue un tissu bleu ou une couverture. Une caméra extérieure la filme ensuite se dirigeant vers la zone des conteneurs à déchets. Quelques minutes plus tard, elle réapparaît les mains vides. Ces images sont devenues l'un des éléments de preuve les plus déterminants de l'affaire, renforçant la conviction que Lona avait fait disparaître toute trace de Kian Jones, ainsi que tout ce qui était lié à sa courte existence. Dans l'attente de son procès, Lona a continué à vivre dans l'appartement de Benning Road où les faits avaient commencé. Aux premières heures du matin du 27 avril 2022, la police a reçu un appel d'urgence. À leur arrivée, les agents ont trouvé Lona inanimée dans une chambre. Elle présentait des signes de blessures à l'abdomen et à la jambe droite. Malgré l'intervention des secours, elle a été déclarée décédée sur place et transférée au bureau du médecin légiste de Washington, D.C. À l'intérieur de l'appartement, les enquêteurs ont découvert des traces de liquide rougeâtre dans le salon et la chambre, ainsi que sur un canapé. Les caméras de surveillance, le même système qui avait autrefois filmé Lona, quittant les lieux avec le siège auto, ont cette fois capté Carl Jones sortant de l'immeuble, tenant un objet dangereux et jetant un tapis, présentant des taches visibles dans un conteneur à déchets. Un an après la tragédie de Kian, un nouveau drame s'est déroulé entre les mêmes murs. Et cette fois, la personne directement impliquée était le père de l'enfant. Le même jour que le décès de Lona, Carl Jones a été placé en garde à vue. Il a été inculpé en lien avec sa mort, impliquant l'usage d'un objet tranchant, lors de sa première comparution devant le tribunal, lorsque le juge lui a demandé « Est-ce vous qui avez causé cela ?» Carl a marqué une pause avant de répondre « Si je l'ai vraiment fait, est-ce que j'aurais eu tort ?» Il a reconnu qu'une confrontation intense avait eu lieu entre lui et Lona au sujet de la disparition de Kian et que, dans un moment de colère, il avait perdu le contrôle. Carl a également admis avoir continué, par moments, à consommer des substances illicites avec Lona, bien qu'il sache que cela ne faisait qu'aggraver la situation. En décembre 2022, Carl a plaidé coupable d'une infraction de violence grave résultant d'un acte impulsif. Il a été condamné à 9 ans de prison. Le juge a souligné que le deuil non résolu lié à la perte de son fils avait été un facteur majeur de ses actes et a ordonné qu'il bénéficie d'un suivi psychologique durant son incarcération. L'histoire de Lona Patrice Boggs est celle d'une personne qui a perdu son chemin. Celle de Carl Jones reflète une douleur qui n'a jamais été apaisée. Et l'histoire de Kian Jones, un bébé âgé de seulement 2 mois, est un rappel déchirant de l'importance du soin, de la vigilance et de la responsabilité. Nous ne saurons peut-être jamais exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais si le récit de Lona était exact, la mort de Kian constitue un avertissement grave pour les parents du monde entier. Selon le National Institute of Child Health and Human Development, pour la seule année 2020 stats, au moins 95 nourrissons aux États-Unis sont décédés à la suite d'incidents respiratoires liés au sommeil, le plus souvent associés au partage du lit avec des adultes. Les experts continuent de promouvoir les règles ABC du sommeil sécurisé. A pour alone, les bébés doivent dormir seuls. B pour back, les nourrissons doivent toujours être couchés sur le dos.
Et c'est pour Crib utiliser un espace de couchage sûr, dégagé et bien ventilé. À ce jour, les restes de Keon n'ont jamais été retrouvés. Il n'a jamais eu de nécrologie, de cérémonie commémorative, ni même une petite plaque portant son nom. Ce que l'on sait tragiquement, c'est que son dernier lieu de repos a été une décharge. Pourtant, dans l'esprit de ceux qui connaissent cette affaire, Keon n'est pas qu'une statistique. Il incarne des vies vulnérables qui doivent être protégées et demeure un rappel durable que, parfois, un seul instant de perte de vigilance peut faire disparaître toute une vie. L'histoire de Keon Jones n'est pas seulement celle d'un documentaire de faits divers qui a bouleversé l'Amérique, c'est un miroir qui reflète l'indifférence et l'effondrement de la responsabilité humaine. Un bébé âgé de seulement 2 mois, qui n'a jamais eu la chance de prononcer ses premiers mots, a quitté ce monde dans le silence et l'isolement. Derrière cette perte se trouve une mère enfermée dans le cycle de l'addiction, un père déchiré par le chagrin et la colère, et un système de protection de l'enfance qui a réagi trop lentement pour sauver une vie fragile. Cette affaire ne se limite pas à condamner les actes de ceux qui ont contribué, directement ou indirectement, à la tragédie. Elle soulève une question plus large qui nous concerne tous. Avons-nous réellement fait tout ce qui était nécessaire pour protéger les enfants? Si quelqu'un dans cet immeuble avait tiré la sonnette d'alarme plus tôt, si le système avait réagi plus rapidement, Keon serait peut-être encore en vie aujourd'hui. Désormais, lorsque nous prononçons son nom, que Keon Jones soit plus qu'un symbole de perte, qu'il devienne un signal d'alarme sur la responsabilité, la compassion et l'éducation collective nécessaires à la protection des enfants innocents. Car la justice pour les enfants ne commence pas dans une salle d'audience, elle commence par l'attention et la vigilance de chacun d'entre nous. Cette vidéo a été réalisée à des fins éducatives et pour sensibiliser le public aux questions de justice et de protection de l'enfance. Elle n'a pas pour objectif de choquer ni de sensationnaliser. Merci de liker, de vous abonner et d'activer les notifications afin de nous rejoindre dans nos prochains documentaires de faits divers, où chaque histoire porte la voix de la justice pour les enfants, de la protection de l'enfance et d'un monde où chaque enfant est en sécurité, aimé et entendu.